Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité Agnès Buzyn. Bonjour. Bonjour. Alors à une semaine tout juste du premier tour des municipales, la crise du coronavirus éclipse la campagne. Comment, dans ce contexte, intéresser les Parisiens au débat autour de l'avenir de la capitale? Et puis au-delà, comment peut-être bâtir une majorité de projets autour des trois thèmes qui dominent la campagne, à savoir la propreté, la sécurité et bien entendu l'écologie. Et puis avec qui et selon quelles priorités et quelles alliances de second, voire de troisième tour. Mais pour commencer, Agnès Buzyn, peut-être une question un peu personnelle. Qu'est-ce qui vous donne le plus le vertige dans cette campagne? Le fait d'avoir été contrainte de travailler très vite sur vos dossiers parisiens pour endosser le costume de candidate, ou celui de devoir faire campagne dans justement ce contexte de crise du coronavirus? Alors, vous le savez, c'est ma première campagne électorale, et cette campagne, en réalité, elle ne ressemble à aucune autre. Évidemment, la raison pour laquelle je suis venue est exceptionnelle, malheureusement. La situation avec la crise du coronavirus est exceptionnelle. Donc, en fait, c'est une campagne inédite, et je joue ma partition dans cette campagne inédite sans me préoccuper de ce qu'aurait pu être une campagne idéale dans une autre circonstance. Mais alors, quand vous dites ça, ça renvoie à ce que vous avez dit au départ. Vous avez été candidate contrainte et forcée. Non. En dépit de votre volonté, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que vous avez envie d'être maire de Paris? J'ai eu envie il y a longtemps. Je me suis déjà posé la question au moment où se posait la question que j'aille aux européennes, et j'avais pensé à être candidate à la mairie de Paris. Mais les circonstances ont fait que Benjamin Griveaux s'était positionné, il avait été investi par La République En Marche. J'avais des très gros dossiers ministériels, des projets de loi que je voulais porter, la loi de transformation du système de santé qui me tenait énormément à cœur, et la loi de bioéthique. Donc voilà, l'agenda n'était pas approprié. Après, les circonstances en ont décidé autrement, et j'ai saisi l'opportunité. Alors les circonstances, vous parlez de circonstances, les circonstances de cette fin de campagne, c'est la crise du coronavirus. C'est bien sans vous posez des questions à l'ancienne ministre de la Santé, vous êtes aujourd'hui candidate à la mairie de Paris. Le contexte, justement. L'épidémie est inexorable, c'est Emmanuel Macron qui disait ça jeudi, que ce que Édouard Philippe a confirmé vendredi, et c'est donc le passage au stade 3. Est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, quand même relativiser les choses, dans la mesure où 90% des malades de cette maladie, pour 90% des malades de cette maladie, il n'y a pas de conséquences graves? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de psychose? Surtout, je ne parle pas des médecins, des chercheurs, mais dans l'opinion. Alors d'abord, les opinions sont extrêmement variées. Certaines personnes ont très peur, d'autres minimisent énormément. Je crois que la réalité est entre les deux, c'est-à-dire qu'il s'agit... alors je vous parle avec une casquette de médecin, là, pas avec une casquette de futur maire de Paris. Une casquette de médecin, c'est qu'il s'agit d'un virus nouveau pour lequel nous n'avons pas de vaccin et qui touche principalement les personnes âgées. Et donc il faut prendre des précautions, évidemment, pour protéger la population. Ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment d'écouter les autorités sanitaires. Pourquoi? Parce que la stratégie qui a été adoptée, et ça a été la mienne en tant que ministre, et ça sera toujours la mienne, quelle que soit la situation et quel que soit mon positionnement en tant que maire, c'est de dire la vérité. C'est tout de suite expliquer et dire la vérité, dire la réalité des faits. Je crois que c'est la seule façon d'être crédible dans une société où prospèrent les fausses informations. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous ont dit au départ, et qui le disent d'ailleurs un peu moins aujourd'hui, vous auriez déserté le ministère de la Santé? D'abord, je remarque que beaucoup de gens me regrettent au ministère de la Santé, ce qui prouve que je devais être une bonne ministre. Je n'entends que des gens qui me disent que j'aurais dû rester. Et d'autre part, je pense que je serai une très bonne maire de Paris, parce que je sais anticiper les situations, parce que je sais prendre en compte la complexité des situations. Et donc, je me sens parfaitement à ma place dans cette campagne. Alors, vous dites, pour revenir sur le coronavirus, ça touche ça peut toucher surtout les personnes âgées, et justement un sondage IFOP publié lundi par Le Parisien nous indique que un certain nombre de personnes, 25% des électeurs à cette élection, aux élections municipales, auraient peur d'aller voter. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je crois que le ministère de l'Intérieur aujourd'hui est en train d'organiser des élections en prenant toutes les précautions pour que les gens puissent se laver les mains, puissent ne pas faire la queue en milieu confiné, etc. Donc moi, je laisse les autorités organiser au mieux cette élection. Je suis confiante sur le fait que les précautions prises protégeront la population. Après, on ne peut jamais forcer les gens à aller voter, quelle que soit la situation, et je n'en voudrais jamais un électeur qui fait passer sa sécurité s'il le pense nécessaire avant un vote électoral.
Par ailleurs, moi je considère qu'il est toujours important d'exprimer sa position dans un vote et de ne pas laisser les autres choisir pour soi. Et donc j'ai toujours incité tous mes enfants à aller voter, quelles que soient les élections, parce que ça, je pense que c'est vraiment un devoir démocratique. Vous dites aux électeurs, aux Français, n'ayez pas peur ? Moi, je respecte la peur. Vous savez, je suis médecin et j'ai vu toutes les positions de mes patients. Certains n'avaient pas peur de la maladie, d'autres très peur. Il faut respecter chaque individu dans sa spécificité et surtout pas culpabiliser les gens qui ont peur. Je ne leur dirai pas, ça n'est pas bien. Je considère aujourd'hui que chacun doit être en responsabilité et chacun doit être informé. Et donc, c'est l'unique position que je prends aujourd'hui. Alors, celui qui informe beaucoup les Français, c'est bien sûr le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui vous a succédé. D'ailleurs, c'est un bon ministre pour vous, Olivier Véran ? Un excellent ministre. Excellent. Alors, Olivier Véran et Emmanuel Macron, qui se pose quelque part en protecteur sanitaire des Français. Il a raison, c'est son rôle, à Emmanuel Macron, au président de la République. Oui, parce que d'abord, c'est une crise sanitaire qui potentiellement peut toucher n'importe qui dans la population. Donc le chef de l'État est évidemment garant de la sécurité des Français. Et donc c'est normal qu'il se préoccupe d'un sujet d'inquiétude majeur aujourd'hui. On le voit bien chez les Français. C'est normal, heureusement, qu'il est à l'écoute de la population et qu'il regarde la situation de très près. Vous dites que ça peut toucher les Français, beaucoup de Français. Alors les chiffres sont un peu, antagonistes, un peu contradictoires. Certains nous disent que ça peut toucher des dizaines de milliers de Français, d'autres 5 à 10 millions de Français. Qu'est-ce qu'elle répond, Madame Buzyn, médecin ? Alors, médecin, je prends ma casquette de médecin. C'est un virus qui est contagieux, très contagieux, et donc il est nécessaire de prendre des mesures d'isolement. Donc le nombre de personnes touchées dépendra du nombre de contacts interhumains en fait qui vont se faire dans les prochaines semaines. Et donc à partir du moment où c'est un virus très contagieux, il faut éviter absolument les contacts. Raison pour laquelle les gens ne se serrent plus les mains. Je trouve que je vois les Parisiens et les Parisiennes aujourd'hui dans les marchés, sur les marchés, et tous ceux que je rencontre se sentent en responsabilité de leur santé et de celle des autres. Et soit se tapent le pied, soit se tapent le coude, soit se disent bonjour à la japonaise, mais en tous les cas, les mains serrées ont quasiment disparu aujourd'hui de la campagne municipale. Alors la France est quelque part en état de guerre contre une crise sanitaire majeure qui risque de durer plusieurs mois, a priori, plusieurs mois. En tous les cas, plusieurs semaines. Plusieurs semaines. En quoi ça change la donne politique ? Ça relativise un certain nombre de sujets qui peuvent paraître secondaires aujourd'hui. Par exemple, quel sujet ? Est-ce que, comme certains le disent, ça relativise quelque part les sujets environnementaux ? Ah non, moi je crois que c'est intimement lié. Les sujets environnementaux, et notamment l'impact du changement climatique, vont avoir des conséquences sanitaires. On le voit bien parce qu'il y a un certain nombre de maladies, notamment virales, qui sont en train d'émerger dans des zones européennes parce que les moustiques, par exemple, prolifèrent alors qu'avant ils étaient contingentés, si je puis dire, dans les zones tropicales. Donc on voit bien que le changement climatique est associé à des risques pour la santé. Donc moi je crois qu'au contraire, les questions environnementales, elles sont plus que jamais au premier plan et c'est la raison pour laquelle j'en fais un axe prioritaire. On va en parler, mais alors quels sujets sont relégués au second plan avec cette crise ? Les sujets de politique politicienne. On voit bien quand la santé des gens est en jeu, les petites les petites dispositions d'appareils, tout ce qui fait cette vie politicienne, elle passe au second plan, elle n'intéresse plus, et heureusement quelque part parce qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors justement, en clair, si comme cela apparaît plausible, cette crise devait se prolonger dans le temps, il faudrait peut-être une unité dans le pays au niveau politique pour y répondre. Comment incarner une unité nationale ? À travers quoi ? Comment est-ce qu'on peut éventuellement songer pour, dans quelques semaines, dans quelques mois, un gouvernement d'union nationale ? Pour vaincre cette crise ? Écoutez, c'est une crise sanitaire, ça n'est pas une crise politique. Donc aujourd'hui, ça n'est pas non plus un pays en guerre. C'est une crise sanitaire, ça se gère par le ministère de la Santé, notamment, qui est en responsabilité sur cette crise. Et donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment les mots du Premier ministre, qui sont pour moi éclairants. C'est d'abord le sens des responsabilités. Chacun doit prendre soin de l'autre. Chacun doit prendre soin de soi-même en adoptant les mesures barrières
notamment de ne pas se serrer les mains et d'être attentif à sa santé. Et puis, il faut être solidaire. Et la solidarité, ça s'organise. C'est aussi un moment où on va tester la résilience de notre pays par rapport justement à ces enjeux de solidarité. Et je crois que c'est le moment de montrer que, notamment à Paris, nous allons être capables d'aider les personnes âgées de notre entourage, leur apporter éventuellement à manger si elles ont peur de sortir de chez elles. Et c'est un moment intéressant, je trouve, pour le lien social. C'est un moment où nous allons pouvoir cultiver ce qui est la part la plus humaine de chacun d'entre nous, c'est-à-dire le soin apporté à l'autre. Donc là, vous parlez de ce que ça peut changer au niveau social, au niveau de l'humain, mais est-ce que ça peut changer quelque chose au niveau politique ? Moi, je crois qu'il va falloir... Parce que vous parliez tout à l'heure des batailles politiciennes. Oui, alors moi je vois le risque de manipulation politique autour d'une crise comme ça. On va voir fleurir tout un tas de fausses informations. Ça, c'est normal. Le complotisme, on le connaît, prolifère sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut pas en faire un usage politicien. Une crise sanitaire de cette ampleur-là, elle touche tous les pays. Elle est... elle met en exergue la fragilité de l'homme quelque part par rapport à notre environnement. Et moi, je crois qu'il faudra être attentif à ce que certains ne s'emparent pas d'une crise sanitaire qui est gérée au mieux par les autorités et surtout tous les professionnels de santé qui sont engagés aujourd'hui en première ligne pour essayer de se faire mousser. Je vois déjà certains. Vous pensez à qui, par exemple, à Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, exactement, à Monsieur Dupont-Aignan et à Madame Le Pen, qui ont d'ores et déjà commencé à utiliser cette crise en expliquant qu'il suffit de fermer les frontières. Il n'y a pas un scientifique au monde aujourd'hui qui ne vous dira pas que on ne peut pas fermer les frontières à un virus, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, on voit bien l'Italie, qui est le seul pays européen à avoir annulé tous les vols avec la Chine, a été le premier pays touché, ce qui prouve bien que ça ne fonctionne pas. Et quel regard, puisque vous parlez de frontières, fermer les frontières, quel regard vous portez sur ce qui se passe en Israël, qui a fermé quelque part ses frontières ? Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une vue de l'esprit que d'imaginer qu'on va pouvoir tout d'un coup faire en sorte que le monde entier s'arrête de bouger, que chacun reste chez soi pendant 6 semaines ou 8 semaines en attendant qu'une épidémie s'arrête. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie chez nous, chacun sans bouger. On ne peut pas empêcher des voitures de circuler, on ne peut pas empêcher des biens de circuler. Et heureusement d'ailleurs, parce que nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin de matières premières. Et donc en réalité, cette idée de l'immobilisme d'une société mondiale qui resterait cloîtrée chez elle pour arrêter une épidémie est une vue de l'esprit. Parce qu'en fermant les frontières, quelque part aussi, eh bien, ça a des conséquences catastrophiques sur l'économie. Non seulement ici en France, mais sur l'économie mondiale. 30% de ce qui est fabriqué dans le monde vient de la Chine. Oui, c'est pas tant que la fermeture des frontières a des conséquences économiques, parce qu'à la limite, si ça sauve des vies, l'économie est secondaire par rapport à... Mais le problème, c'est que ça ne sert à rien. En termes médical, nous le savons aujourd'hui, la fermeture des frontières n'empêchera jamais aucun virus de circuler, parce que les gens se voient, se touchent, marchent à pied, prennent leur vélo. Voilà. Donc, les contacts humains, ça fait partie, c'est intégrante de la communauté humaine mondiale. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'aucun humain aujourd'hui arrête de contacter un autre humain et reste chez lui isolé. Voilà, c'est un monde qui n'existe pas. Alors le monde qui existe, eh bien, c'est le monde de la campagne électorale, le débat que vous avez face à vos concurrentes ou concurrents et rivaux à Paris. Lors du premier débat sur LCI, c'était jeudi, vous avez critiqué la méthode d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous lui reprochez précisément ? Vous avez parlé notamment d'un déni de réalité de sa part, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui reproche 2 choses. D'abord, un déni de réalité, notamment sur la propreté. Tout d'un coup, dans le programme, on voit apparaître un doublement du budget dédié à la propreté. Madame Hidalgo était maire pendant 6 ans. Elle n'a pas vu. Elle ne s'est pas posé la question de la saleté. Et pourtant, vous avez voté pour elle il y a 6 ans. Hein ? Oui, mais je le regrette. Ouais. Je le regrette. J'ai été très déçue par son mandat. Sincèrement, j'ai vu la situation de la ville se dégrader. La ville n'est plus du tout agréable à vivre. J'adore me promener dans les rues. C'est ce que je préfère le week-end. Sincèrement, se promener dans les rues de Paris entre les embouteillages aujourd'hui, les travaux absolument partout non coordonnés, les routes défoncées, non réparées, la saleté, les trottinettes.
les Parisiens n'en peuvent plus, en réalité. Donc, c'est un mandat raté. Le bilan est ce qu'il est. Et en plus, elle a nié qu'il y avait des problèmes de sécurité. Tout d'un coup, elle veut une police. Non, elle dit plutôt ce qui se passe. Elle dit pas qu'il y a des problèmes de sécurité. Elle dit ce qui se passe, c'est à cause du gouvernement. Et à cause, éventuellement, des manifestations, ainsi de suite. C'est un des problèmes également de la mairie actuelle, c'est que Madame Hidalgo est fâchée avec tous les partenaires nécessaires au fonctionnement d'une ville. Donc, elle est fâchée avec l'État, mais je rappelle qu'elle était également fâchée avec le gouvernement de Monsieur Hollande. Elle est fâchée avec la préfecture de police. Elle est fâchée avec la région Île-de-France qui est en charge des transports en commun, métro et bus. Donc, ça ne permet pas d'améliorer la situation. Et là encore, elle était fâchée avec la région Île-de-France, y compris du temps de Jean-Paul Huchon, qui était socialiste. Elle est fâchée avec les communes limitrophes. En réalité, quand ça ne fonctionne pas, c'est toujours de la faute des autres. Je pense que quand on est un responsable politique, le premier mot, c'est responsable. Elle a un problème de caractère, Anne Hidalgo ? Je pense qu'elle a un problème en tous les cas, de management, puisque un certain nombre de ses adjoints considèrent qu'elle a aujourd'hui un mode de management autoritaire. Les décisions sont prises de façon autoritaire et surtout les maires d'arrondissement se plaignent. Ils ne sont convoqués, enfin en tous les cas associés qu'à très très peu de décisions. Il y a très peu de décentralisation du pouvoir aux maires. Et ça, c'est le système Paris-Lyon-Marseille qui veut ça. C'est tout se fait au sein de la mairie centrale. Après. On peut le décider sur une ville grande comme Paris, quand vous avez des maires d'arrondissement qui gèrent 200 000 personnes. C'est notamment le cas du 15e arrondissement. C'est notamment le cas du 15e, mais il y a beaucoup aujourd'hui de mairies d'arrondissement. Et alors vous faites quoi, si vous êtes élu maire ? Moi, je décentralise par exemple toute la propreté aux maires d'arrondissement. Il est clair que ce sont les mieux à même de connaître les horaires nécessaires pour le ramassage des ordures par rapport au trafic des rues, par rapport aux activités, par rapport au marché. Et puis, il faut que les personnes qui sont en charge de nettoyer la voirie soient vraiment en lien direct avec le maire d'arrondissement, qui connaît aussi les lieux de déchets. Donc, il y a un sujet de réactivité, de mise en responsabilité, de mise en tension de l'ensemble du système. Et aujourd'hui, clairement, la mairie de Paris dysfonctionne. Je parlerai aussi du budget. Non seulement elle dysfonctionne en termes de management, mais elle dysfonctionne en termes de responsabilité financière, avec une dette qui a explosé de 50%. Donc 5,9 milliards de dettes. Hein. Voilà, près de 6 milliards de dettes. On va en parler. La campagne, elle porte aussi sur la place de la voiture à Paris. Est-ce qu'il faut faire de Paris une ville sans voiture, comme le souhaite Anne Hidalgo ? Est-ce qu'il faut, comme propose Anne Hidalgo, supprimer 60 000 places de parking ? Que faut-il faire dans ce domaine ? Alors, on a un problème de pollution et la pollution de l'air, elle est inquiétante, elle a des conséquences en termes de santé, elle fait fuir les familles avec enfants. À juste titre, c'est angoissant d'élever des enfants à Paris à cause de cette pollution. Donc, il est nécessaire de réduire les gaz à effet de serre. Mais là aussi, c'est un déni de réalité. Imaginez que 100% de la population va se mettre à faire du vélo. Je trouve que c'est méprisant. C'est méprisant parce que on oublie les femmes enceintes, les familles avec des enfants en bas âge. On oublie tous ceux qui travaillent avec une voiture. Je crois qu'Anne Hidalgo dit il faut laisser aux gens qui ont besoin de la voiture d'utiliser leur voiture. Oui, vous acceptez cette analyse, ce constat d'Anne Hidalgo ou pas ? Mais le problème, c'est que ça dépend aussi des moments de la vie. Vous pouvez, par exemple, circuler à vélo pour aller au travail quand vous êtes un adulte bien portant, et puis vous prendre les transports en commun, parce que c'est quand même très joli de voir Paris quand on est en bus, et puis à un moment, avoir besoin de transporter vos enfants à un rendez-vous médical, avoir besoin d'aller voir en famille vos grands-parents à l'autre bout de Paris, et vous prenez votre voiture parce que vous transportez un repas de famille. Donc, en fait, on peut pas avoir une vision purement idéologique de la place de la voiture. Elle existe, cette place de la voiture. Il faut transformer le parc automobile aujourd'hui en parc électrique pour réduire la pollution. Il faut laisser de la place aux transports en commun pour fluidifier aujourd'hui ces transports en commun, notamment les bus et les métros, en automatisant les lignes. Il faut laisser plus de place aux vélos, mais en sécurisant les voies. Il faut rendre de la place aux piétons, parce qu'aujourd'hui, marcher dans les rues de Paris, c'est une course d'obstacles. Donc, il y a de la place pour chacun, mais aujourd'hui, rien n'est ordonné. Rien n'est pensé, rien n'est anticipé. Et en quoi ce que vous pouvez faire, ce que vous pourriez faire pourrait ordonner ce qui se passe au niveau des transports à Paris ? D'abord, moi, je ne commence pas par créer des problèmes avant de trouver des solutions. C'est ce qui s'est passé avec la mairie actuelle quand elle a fermé les voies sur berge. Elle n'a absolument pas travaillé tous les transports alternatifs. Donc, en fait, les bouchons ont augmenté partout aux alentours. Donc, moi,
ma méthode de travail, c'est d'abord de partir des faits, d'objectiver des faits, de trouver tous les moyens d'arriver à un objectif que je me fixe qui est moins de pollution, moins de place de la voiture, mais en développant, en traçant une route pour y aller, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire en traçant un chemin qui permette à chacun de trouver le mode de circulation qui lui convient, et sans nier qu'il y aura toujours besoin de voitures aujourd'hui pour transporter. Quand je pense que pendant le débat, Madame Hidalgo a continué à dire qu'on pouvait faire des déménagements ou des livraisons à vélo, des déménagements à vélo, bon, voilà, c'est nier aussi l'impact que ça pourrait avoir sur le corps humain. À un moment, voilà, c'est ça que j'appelle le déni de réalité. Autre débat au centre de cette campagne, autre sujet, autre thème au centre de cette campagne, l'environnement, le changement climatique. Vous considérez que Paris n'est pas préparé au changement climatique, vous le dites depuis le début de cette campagne. Eh bien, qu'est-ce que vous proposez, même si vous l'avez déjà expliqué, pour préciser un peu les choses, que vous proposez-vous pour répondre aux défis environnementaux dans la capitale? Alors, le changement climatique, il a... En sachant une précision, qu'Anne Hidalgo veut planter 170 000 arbres dans les 6 ans qui viennent. Donc oui, cette ville n'est pas préparée, et Madame Hidalgo, elle change de braquet à 180 degrés, parce que en réalité, depuis 6 ans, elle n'a cessé de bétonner cette ville. Elle n'a cessé de mettre du bitume sur toutes les places. Il faut voir la place de la République, la place de la Bastille. Et en réalité, elle n'a planté que 20 000 arbres en 6 ans. Et elle promet d'en planter 170 000 dans les 6 ans qui viennent. Alors c'est pas possible? Ça fait à peu près 90 arbres par jour. 93 arbres par jour. Oui. Voilà, 90 arbres par jour, tous les jours, y compris les samedis et les dimanches pendant 6 ans. C'est pas possible. Non, on peut faire la course à l'échelle des arbres. Ça n'est pas ça le problème. Moi, je vais vous le dire, j'ai vécu plusieurs canicules. Et en tant que médecin, et en tant que ministre de la Santé, où nous avons atteint les 42 degrés à Paris l'été dernier. 42 degrés, ça pouvait vouloir dire 45 degrés dans les maisons, et notamment sous les toits. Donc aujourd'hui, cette ville est totalement minérale. Elle est insuffisamment préparée au changement climatique parce qu'il n'y a pas d'espace pour respirer, d'espace vert. Nous savons que les espaces ombragés, c'est-à-dire des arbres, réduisent la température sous les arbres de 3 degrés. Donc il faut non pas planter des arbres tout au long du périphérique, ça ne sert à rien. Il faut des espaces ombragés. Donc j'ai prévu d'abord de végétaliser toute la petite ceinture de Paris, c'est 40 hectares, de réaménager les bois de Vincennes et bois de Boulogne pour les sécuriser et pour que les familles puissent en profiter l'été. Aujourd'hui, c'est sale, c'est difficile d'accès et c'est insécure. Ensuite, j'ai prévu de créer 240 rues jardins qui seront des rues piétonnes, qui seront vraiment végétalisées avec de l'arborescence pour ombrager ces rues, et ça sera évidemment au maire d'arrondissement et au conseil de quartier de les décider. Et j'ai prévu une règle verte. Cette règle verte, la règle verte, c'est que toutes les décisions qui seront prises par la mairie, y compris, là, je prévois un moratoire sur les constructions à venir, puisqu'il est question encore de créer des tours partout. On va en parler de ça, oui. Donc, la règle verte, c'est que toutes les décisions que je prendrai se seront soumises à un conseil scientifique et citoyen pour vérifier qu'elles répondent bien à l'enjeu environnemental. Et tous ces projets que vous avez en tête, ça met combien de temps à être réalisé ? Je vais les réaliser sur l'ensemble de la mandature, 6 ans, ça suffira le plus vite possible, parce que je crois que l'enjeu environnemental a été insuffisamment anticipé pour cette ville, notamment pour cette ville qui est, on le sait, dans un creux, dans un bassin, qui est magnifique grâce à ses toits en zinc, mais en réalité, qui est en surchauffe l'été, du fait de son aspect très minéral. Alors, c'est la beauté de Paris, mais aujourd'hui, nous ne préparons pas l'avenir de nos enfants en 2050, quand il y aura des périodes de canicule extrêmement sévères et extrêmement prolongées. Le logement, c'est aussi au centre de cette campagne, de votre campagne, de la campagne des autres candidats. 53 000 personnes ont quitté Paris en 5 ans, soit environ 11 000 personnes par an, 2,4% de la population. C'est la faute au prix de l'immobilier ou c'est de la faute à Anne Hidalgo ? Au prix de l'immobilier, mais on peut dire qu'elle n'a pas pris le taureau par les cornes sur l'aspect du logement. C'est la maire qui a aujourd'hui ce sinistre record de 11 000 € le mètre carré. Mais les propriétaires aujourd'hui dans Paris se disent 11 000 € de mètre carré, c'est bien pour nous. Oui, mais tout le monde n'est pas propriétaire, voilà. Et nous avons besoin d'avoir des logements abordables. Les logements abordables, c'est d'abord de remettre dans le circuit locatif les logements vacants. Il y a 100 000 logements vacants aujourd'hui à Paris. Les propriétaires ont peur de louer. Ce sont souvent des personnes âgées qui ont peur de la paperasse, qui ont peur de ne pas être payées. Donc aujourd'hui, je créerai dans la ville de Paris, il existe, il y a un service embryonnaire, mais je créerai un vrai service d'accompagnement et d'incitation des propriétaires à remettre dans le
circuit locatif, des logements vacants, en apportant une garantie de loyer, en apportant un budget pour la mise en état, notamment lorsque les problèmes électriques sont défectueux, quand il y a des remises en état nécessaires, des travaux à faire pour mettre le logement à la location, et une donc remise en état. Donc la mairie de Paris pourrait y contribuer ? Absolument. Et donc il faut une politique volontariste, il faut aller chercher les gens, il faut aller recenser les logements vacants, il faut aller leur proposer une offre de service. Et je suis sûre qu'énormément de propriétaires qui aujourd'hui sont frileux à louer accepteraient s'ils avaient la garantie absolue que la ville prend tout en charge. Autre sujet, autre dossier, la sécurité. Vous proposez la création d'une police municipale armée de 5000 agents et aussi la mise en place de 5000 caméras vidéo. En quoi cela changerait le quotidien des Parisiens ? En quoi ce serait différent de ce que propose notamment Anne Hidalgo, qui elle propose une police municipale mais non armée, et Rachida Dati qui est sur qui a la même idée que vous, une police municipale armée. Alors, sur la police municipale, la municipalité actuelle a toujours refusé de voir la réalité en face, c'est-à-dire l'explosion non seulement des incivilités, mais aussi des agressions, des vols à la tire, qui rendent notre ville de plus en plus insécure. Aujourd'hui, il est absolument indispensable d'avoir, en complément de la police nationale, dont on connaît la difficulté des missions aujourd'hui, avec le terrorisme, avec le maintien de l'ordre, nous avons besoin d'une police municipale complémentaire à la police nationale. Elle doit être armée. L'idée de la municipalité actuelle de créer une police municipale non armée, ça veut dire qu'on va mettre sur la voirie des personnes avec le mot police écrit dessus, qui seront la cible aujourd'hui des violences. Vous dites une police municipale non armée, ça ne sert à rien ? Ah, je pense que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on expose ces agents, évidemment, à être la cible de violences. Donc, on ne peut plus faire ça. L'époque a changé. Je pense que la mairie actuelle a 20 ans de retard. Donc, aujourd'hui, la société est violente. Nous savons qu'il y a beaucoup de violences contre les représentants des forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas laisser, moi je ne laisserai pas mon fils, s'il souhaitait s'engager dans la police, se promener dans les rues de Paris à 3h du matin sans une arme. Donc, je ne le souhaite pas pour mes enfants, et donc je ne le souhaite pas pour ces agents. En pratique, il faut que cette police soit formée notamment aux spécificités de la police municipale, c'est-à-dire la lutte contre les incivilités, la lutte contre les discriminations, la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce serait quelque part une police de proximité, ce qui remplacerait la police de proximité. Il faut qu'elle soit sectorisée, c'est-à-dire il faut que cette police connaisse bien le secteur dans lequel elle intervient, qu'elle connaisse les commerçants, que les Parisiennes et les Parisiens aient une facilité à aller voir les personnes qui vont marcher sur la voirie. Et il faut que cette police soit en capacité de sanctionner très rapidement toutes les incivilités, que ce soit le bruit, notamment fait par des motos, j'aurai des capteurs sonores que je mettrai en place, mais également puisse punir des gens qui jettent leurs déchets sur la voirie, etc. Donc il y a vraiment une place pour une police complémentaire qui permettra de sécuriser la vie quotidienne des Parisiens. Vous avez parlé tout à l'heure de la dette de la ville de Paris, 5,9 milliards d'euros. Rachida Dati dit « je réduirai si je suis maire la dette de 6 milliards d'euros à zéro en 6 ans ». C'est crédible ou pas ? Absolument pas. C'est incroyable d'oser dire ça. Tout le monde sait que réduire aujourd'hui d'1 milliard d'euros par an la dette veut dire, d'ailleurs c'est le programme vaguement chiffré de Madame Dati, veut dire soit de vendre le patrimoine de la ville, c'est ce qu'elle prévoit de faire. Alors moi, je ne suis absolument contre vendre le patrimoine de la ville de Paris. Nous avons besoin du patrimoine, et le patrimoine en plus n'est pas toujours cessible. Quand c'est une école, par exemple, ou quand c'est un lieu de traitement des eaux, ça n'est pas facile à vendre. Donc, premièrement, je trouve cette idée incroyable d'oser en 6 ans disposer des biens de la ville de Paris pour l'utiliser à réduire la dette ou au fonctionnement de la ville, ou alors ça veut dire réduire de moitié les agents municipaux, puisque ça représente en gros la moitié de la masse salariale. 50 000 agents municipaux. Réduire de moitié le nombre d'agents municipaux. Donc c'est réduire les services. C'est réduire les services. Là-dedans, il y a des gens qui travaillent dans la protection maternelle et infantile, il y a des gens qui travaillent dans les crèches, il y a des gens qui travaillent à la voirie, il y a des gens qui... Il y aura besoin aussi d'agents en charge de la sécurité avec une police municipale. Donc en fait, c'est infaisable et c'est une vue de l'esprit. Moi, j'annonce clairement que j'ai prévu un plan d'économie de 300 millions d'euros par an. Je prévois qu'il n'y aura aucune augmentation de dette. 1,5 milliard sur
1,8 milliard sur les 6 Voilà, ans. il n'y aura aucune augmentation de dette, il n'y aura pas d'augmentation des taxes et des impôts, et je prévois que chaque euro dépensé trouvera en face un euro d'économie, et j'aurai à côté de moi comme adjoint Monsieur Bruno Parent, l'ancien directeur général des finances publiques, qui est la personne qui a mis en place le prélèvement à la source, l'impôt à la source, dont on disait qu'il était infaisable. On sait à quel point cela s'est bien passé, et je pense que c'est une garantie pour les Parisiens que leur argent sera bien géré. Puisqu'on parle de Rachida Dati, elle est l'objet d'une plainte et d'une enquête judiciaire concernant les 900 000 euros versés par Renault alors qu'elle était eurodéputée, 900 000 euros d'honoraires en tant qu'avocat. Est-ce que c'est pour vous un coup tordu de la campagne ou est-ce que vous demandez à Rachida Dati de s'expliquer à ce sujet ? Ni l'un ni l'autre. Je crois que cette enquête a commencé bien avant la campagne municipale et par ailleurs, la justice est indépendante. Je n'ai rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Alors, sur la campagne, sur la perspective des élections, enfin du premier et du deuxième tour, les sondages se suivent et a priori se ressemblent. Vous êtes encore en troisième position derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. Le dernier sondage Ipsos vous place à 19% et derrière, à 4 ou 5 points derrière Hidalgo et Dati. Comment vous expliquez ce que certains considèrent comme une dynamique en faveur de la maire LR du 7e? Et est-ce que vous considérez qu'il est encore temps pour vous de rattraper votre retard? Oui, c'est une immense dynamique que je sens quand je suis sur les marchés. En votre faveur, hein, vous parlez pas de Rachida Dati, là. Non, en ma faveur, parce que je pense que ma candidature soulage un certain nombre de Parisiens qui avaient l'impression qu'ils allaient voter par défaut. En gros, les Parisiens ont 3 options aujourd'hui. Une option qui est le statu quo et on en reprend pour 6 ans. Une option qui est une voie sans issue parce que Madame Dati ne peut pas avoir d'alliés. Elle n'aura pas d'alliés en réalité. Elle a d'abord, elle a un programme très restreint. En réalité, c'est police et propreté qui fait partie de mon programme aussi, mais elle n'a absolument pas la deuxième jambe. Elle n'a rien sur l'environnement, ce qui est incroyable. Là aussi, c'est du déni de réalité aujourd'hui de pas se préoccuper de l'environnement ou de l'aspect social, parce que je rappelle que j'ai beaucoup de mesures en faveur du maintien à domicile des personnes âgées, notamment non, c'est dans ce mon que programme. Vous entendiez tout à l'heure par lien social. Hein. Lien social. Donc j'ai un programme qui est central, j'ai un programme qui est équilibré. Je suis le vote utile pour les Parisiennes et les Parisiens. Buzyn, vote utile plutôt que Dati. Absolument. Je pense que le vote en faveur de Madame Dati, en réalité, est une impasse. Parce qu'elle n'aura pas les alliés nécessaires. Et donc, le seul programme qui puisse rassembler largement, c'est mon programme, parce qu'il est équilibré, parce qu'il est raisonnable, parce qu'il est budgété, parce que j'ai montré dans ma vie professionnelle que je savais manager des hommes et des femmes, que je savais avoir des objectifs et les tenir, que j'étais une femme rigoureuse, sérieuse, visionnaire. Et donc, aujourd'hui, je n'ai aucun doute que mon programme est celui qui est capable de rassembler le plus largement pour changer Paris. Alors, vous dites, je sens une dynamique, donc elle n'est pas perceptible dans les sondages aujourd'hui. Hein. Et comment vous faites en une semaine pour prouver au soir du 15 mars et pour arriver au soir du 15 mars en tête ou pratiquement au même niveau qu'Anne Hidalgo? Je continue ma campagne avec la même détermination, le même souci de convaincre. Et il faut que les Parisiens comprennent que le vote à Paris n'est pas un vote lié à un pourcentage de vote. Je rappelle que Nathalie Kosciusko-Morizet en 2014 avait eu plus de voix que Madame Hidalgo. Donc 35, 54 ou 36% des voix. Hein, elle avait eu plus de voix et elle avait perdu parce que le vote à Paris est un vote par arrondissement. Et en réalité, Madame Dati ne peut pas gagner. Elle ne peut pas gagner seule parce que elle n'arrivera pas à faire basculer un certain nombre d'arrondissements. Donc en réalité, le vote en faveur de Madame Dati est un faux vote utile. En réalité, c'est une impasse. Le seul vote utile est le mien, puisque je suis le seul aujourd'hui en capacité de rassembler pour changer utilement la vie des Parisiens. Je pense que je suis la seule alternative crédible aujourd'hui. Seule alternative crédible, mais pour parvenir à être cette alternative au soir du second tour, pour être donc élu maire de Paris, il vous faudra parvenir à des alliances. Est-ce que vous croyez toujours à une alliance avec Cédric Villani en dépit des appels du pied d'Anne Hidalgo dans sa direction? Je suis... D'abord, je pense que les électeurs sont libres. Donc, moi, je n'aime pas préempter le vote des électeurs. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent sur le programme avec Cédric Villani, notamment tout l'aspect environnemental. Nous sommes parfaitement en phase. L'aspect de modernité aussi, c'est-à-dire l'équipement moderne de la ville de Paris, cet aspect scientifique. L'appel à l'intelligence artificielle, par exemple? Oui, parce que j'ai la même chose dans mon programme, parce que nous sommes tous les deux des scientifiques et nous avons cette vision de la modernité
au service de la ville de Paris, notamment pour la fluidité des transports, pour l'éclairage, tout ça peut être beaucoup mieux fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, très peu de choses qui nous séparent en réalité avec Cédric Villani. Et quelque part, et vous dites qu'il y a très peu de choses qui vous séparent, quelque part, Cédric Villani, en se portant candidat, il a d'abord cassé la dynamique de celui qui vous a précédé, Benjamin Griveaux, et puis il en reste des traces aujourd'hui. Je ne vais pas refaire l'histoire. Ouais. Aujourd'hui, Monsieur Villani a maintenu sa candidature. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons suffisamment de points de similarité dans nos programmes pour pouvoir faire une majorité de projets au second tour. Majorité de projets au second tour, mais même si vous avez une alliance avec lui, il faudra d'autres alliances. Alors vous dites au niveau des arrondissements peut-être, mais est-ce qu'avec Rachida Dati, un rapprochement est possible entre les deux tours, voire au troisième tour? Alors je le dis clairement, il n'y aura aucune alliance d'appareil. Ça veut dire quoi, aucune alliance d'appareil? Donc, ce n'est pas une alliance entre partis. Pas d'alliance d'appareil. Moi, je travaillerai arrondissement par arrondissement pour voir quels sont les projets sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord avec les listes en présence. Et donc, ce sera un travail arrondissement par arrondissement. Je veux autour de moi une majorité de personnes qui sont d'accord sur un projet, des objectifs et un service rendu aux Parisiens. Alors, vous dites accord, alliance, arrondissement par arrondissement. Il y a au moins deux arrondissements clés. Le 15e arrondissement, Philippe Goujon candidat. Est-ce que vous pouvez avoir un accord avec lui entre les deux tours? Et le 17e arrondissement, vous êtes tête de liste avec. Est-ce que vous pouvez avoir un accord de second tour avec le maire sortant, Geoffroy Boulard? Je ne suis que dans la campagne du premier tour aujourd'hui. Aujourd'hui, mon premier tour est très important. Il est important pour moi d'arriver en tête dans un certain nombre d'arrondissements. Je pense que mon projet central convient à la majorité des électeurs de Paris, car en réalité, beaucoup ne veulent pas d'une ville politisée. Paris n'est pas un bastion du Parti socialiste ou le renouveau de la droite. Paris, aujourd'hui, c'est une ville qui a besoin d'être bien gérée. Donc, je le répète, tous ceux qui voudront s'allier avec moi sur un projet responsable, raisonnable, budgété, équilibré, seront les bienvenus sur ma liste de second tour. Tous ceux qui viennent de droite ou de gauche? De droite ou de gauche, ce sera une majorité. Et ça sera par arrondissement et une majorité de projets. Aujourd'hui, vous le savez, il y a d'ores et déjà des maires qui étaient initialement socialistes, qui m'ont rejoint. Donc il y a Frédéric Calandra, socialiste. Il y a Florence Berthoud et Madame Burkli, Delphine Burkli dans le 9e, qui m'ont rejoint. Il y a Pierre-Yves Bournazel, centriste, qui m'a rejoint. Et donc aujourd'hui, je suis capable de rassembler des bonnes volontés de droite et de gauche, de gens qui travaillent, qui ont des projets, qui sont raisonnables, qui sont très appréciés des Parisiens dans leur mairie. Et donc je suis absolument persuadée que je suis le seul programme de changement utile à la ville de Paris. Alors, il y a un grand absent dans cette campagne municipale parisienne, vous savez qui? Bertrand Delanoë, on l'entend pas. Il n'a pas apporté son soutien à Anne Hidalgo alors que c'était sa dauphine. Est-ce que ça vous étonne? Alors, je crois savoir que Monsieur Delanoë ne s'entend pas extrêmement bien avec Madame Hidalgo, mais je dirais que je n'ai pas envie de faire parler quelqu'un de silencieux. Donc, s'il a choisi le silence, c'est que il a ses raisons. Vous doutez un peu de quoi il s'agit? Est-ce que c'est sa mésentente avec Anne Hidalgo? Est-ce que c'est des divergences politiques? Est-ce que c'est quoi? Je ne sais pas, vous lui poserez la question. Mais alors, il paraît que vous avez eu un contact avec lui, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il est silencieux, je ne vais pas le faire parler. Mais il était plutôt bienveillant à votre égard ou pas? Parce que Anne Hidalgo a beaucoup parlé de lui au cours du débat. Est-ce que vous avez senti quelque part? Elle a besoin de se raccrocher à une image apaisante qu'elle n'a pas. Et donc, elle parle beaucoup de Monsieur Delanoë parce qu'elle sait que les Parisiens lui reprochent cette image clivante que n'avait pas Bertrand Delanoë. Donc, voilà, moi, je suis quelqu'un d'apaisant également. Je pense que c'est ma force aujourd'hui dans cette campagne. Ça pourrait être votre modèle, un modèle pour vous, Bertrand Delanoë?
Je n'ai pas trop de modèles dans ma vie. Je suis une femme très libre. Après, je prends dans toutes les personnalités politiques, je prends exemple sur leurs points forts. Chirac avait cette image d'énergie, donc j'essaie de déployer la même énergie. Bertrand Delanoë avait une image d'écoute et d'apaisement, donc je prends en compte aussi cette qualité qui me caractérise. Après, je me forge ma propre personnalité et ma propre image. Et Anne Hidalgo, vous lui trouvez des qualités ou aucune? Les gens ont toujours des qualités, évidemment. Après, la question est, est-ce qu'elle a les qualités qu'il faut pour la ville de Paris ? Donc, je trouve que sa gestion et quelque part son appropriation de la ville de Paris, ce que je lui reproche aujourd'hui, c'est qu'elle est là depuis tellement longtemps, ça fait 20 ans qu'elle est là, que elle a un peu l'impression que la ville de Paris lui appartient et qu'elle peut n'écouter plus personne et procéder par diktat. Donc je trouve qu'aujourd'hui... Procéder par diktat ? Procéder par diktat, c'est-à-dire choisir tout d'un coup tel ou tel projet sans concertation des maires d'arrondissement. Moi, je suis capable de travailler avec des maires d'arrondissement, quelle que soit leur couleur politique. Je respecte tout le monde. On voit aujourd'hui qu'il y a eu des arrondissements totalement négligés dans la ville de Paris. Lesquels ? Moi, je pense aux arrondissements de l'Est et du Nord-Est. Et donc aujourd'hui, quand vous n'êtes pas avec Madame Hidalgo, vous êtes contre Madame. Oui, vous êtes contre Madame Hidalgo. Donc ça, voilà, je pense que les compétences requises pour être maire aujourd'hui sont des compétences d'écoute, de sérieux, de vision et de respect. Et je trouve aujourd'hui que la ville de Paris n'a pas été respectée dans ce qu'elle a de plus beau, notamment elle est sale, elle est insécure, et les Parisiennes et les Parisiens n'ont pas été respectés non plus, n'ont pas été entendus. Retour à une question que je vous posais précédemment, vous avez senti chez Bertrand Delanoë de la bienveillance à votre égard ou pas ? Je le répète, je ne fais pas partie des gens qui ont décidé d'être silencieux. Alors, dernière question sur ces élections municipales à Paris. Ces 2 tours, ça va être des élections municipales, un référendum pour ou contre Anne Hidalgo pour vous ? Non, c'est un choix des Parisiens en faveur d'un projet qui leur paraît le plus crédible et répondre le mieux à leurs besoins. Donc moi, je n'aime pas l'idée d'un référendum, même si quand je me promène sur les marchés, je sens un ressenti très négatif vis-à-vis de la mairie actuelle et de la majorité municipale actuelle. Donc il y a évidemment beaucoup de votes contre, mais moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est rassembler des votes pour mon projet, parce que je n'aime pas les votes négatifs, j'aime les votes d'adhésion, et c'est la raison pour laquelle je veux porter un projet équilibré et rationnel. Ce qui a beaucoup marqué, ce qui a marqué les dernières années à Paris, c'est la remontée de l'antisémitisme. Cette explosion d'antisémitisme tue aujourd'hui des juifs, non seulement à Paris, mais en France, parce qu'ils sont juifs, après Toulouse, après Ilan Halimi, il y a eu l'hypercachère, Sarah Halimi, encore Mireille Knoll. Est-ce à dire que l'État, le gouvernement, la société française serait impuissant face à ce nouveau mal français ? Non. Le sujet a été pris très au sérieux. Y compris d'ailleurs, il faut le préciser, par Anne Hidalgo. Par Anne Hidalgo, mais par le président de la République et par tous les ministres concernés. Aujourd'hui, pour lutter contre l'antisémitisme qui effectivement explose aujourd'hui de nouveau dans notre pays et à Paris comme ailleurs, il est nécessaire d'avoir une triple action, une action policière évidemment, judiciaire et une action éducative en faveur de la lutte contre l'antisémitisme et de la lutte contre les discriminations en général, mais contre l'antisémitisme en particulier. Et donc la ville de Paris, elle a un rôle sur cet aspect notamment éducatif. Et puis si je crée une police municipale, elle sera évidemment formée à ces questions-là afin de recueillir la parole des victimes. Et je souhaite créer dans chaque mairie d'arrondissement un référent pour les victimes de violences qui soit formé justement à l'accueil de la parole, mais également à toutes les démarches administratives pour accompagner les victimes, notamment des victimes de violences d'antisémitisme. Comment la fille de déporté que vous êtes ressent ce qui se passe aujourd'hui en France, et d'ailleurs pas seulement en France, en Europe et dans le monde, en ce qui concerne l'antisémitisme? C'est une des raisons de mon engagement. Évidemment, je le ressens avec inquiétude, pour moi ou surtout pour mes enfants, pour l'avenir, mais mon engagement en politique, il vient du fait que je ne
pouvais pas ne pas prendre à bras le corps tous les sujets qui sont des sujets importants pour moi. Et laisser les autres faire m'était insupportable quelque part. En tant que citoyenne engagée, j'ai voulu m'engager en faveur de la santé, en faveur de l'environnement, en faveur de l'éducation, de la prévention et en faveur de la lutte contre les discriminations, parce que ce sont des sujets qui me touchent profondément. En tant que citoyenne, en tant que femme, en tant que mère de famille, en tant que médecin et en tant que fille de déportés. Alors, une dernière question par rapport justement à Ilan Halimi dont vous parliez à l'instant. 14 ans après son assassinat, d'Ilan Halimi, certains continuent à tenter de banaliser cet assassinat de ce jeune juif de Paris. C'est le cas notamment de Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, qui depuis 2014 s'acharne à relativiser le mobile antisémite de ces assassins en mettant, c'était en 2014, il avait mis en avant dans un livre la théorie du 2 poids 2 mesures, suggérant que les juifs de France bénéficieraient d'un traitement de faveur par rapport à leurs concitoyens non juifs. Une thèse complotiste toujours présente sur le site de l'IRIS, un Iris Gate que dénonce l'UEJF et des universitaires dans un courrier adressé cette semaine aux membres du conseil d'administration de l'IRIS. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, je ne suis pas au fait de ces propos. Hein. Je ne lisais pas, je ne connais pas en fait le livre, mais moi c'est clair. Il y aura, quand je serai maire, une charte de la ville de Paris pour que toutes les associations qui sont financées par la ville de Paris s'engagent à respecter les valeurs républicaines. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, par exemple, que plusieurs associations ont été financées par la ville de Paris alors qu'elles tenaient des propos anti-Charlie ou des propos sur le racisme d'État, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si c'est de la négligence de la mairie ou si c'est de l'électoralisme. Dans les deux cas, avec moi, ça ne sera pas possible. Je mettrai une vigilance totalement déterminée, parce que c'est insupportable aujourd'hui que l'argent public, l'argent des Français, aille vers des associations qui ne prennent pas en compte les valeurs fondamentales de notre démocratie. Merci, Agnès Buzyn. Avant de conclure, une précision. Nos auditeurs nous ont demandé depuis quelques jours, depuis qu'ils savent que vous allez passer à l'antenne de Radio J aujourd'hui, pourquoi vous, Agnès Buzyn, ainsi qu'Anne Hidalgo, Cédric Villani et David Bellière sont intervenus dans le cadre de ce forum Radio J et pas Rachida Dati. Alors la réponse est simple. Rachida Dati devait être l'invitée du forum le 12 janvier, un rendez-vous qu'elle a annulé 3 jours avant sans explication, refusant catégoriquement depuis de participer à l'émission. Un boycott de Radio J tout à fait étonnant, mais qui n'est pas de notre fait. Merci en tout cas Agnès Buzyn d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci monsieur Aziza.